Oui, mesdames, messieurs, chers amis, bonjour. Si j'avais lu plus tôt l'intervention de Yasmina, j'aurais changé le titre de ma communication, puisque Yasmina nous a dit les relations humaines au-delà des rêves. Avec moi, ça sera plutôt en deçà des rêves, puisque le titre de ma communication, c'est la dimension juridique et normative des relations humaines. Vous n'allez pas rêver. La gestion des relations humaines existe dès le premier salarié, et avec elle, la dimension juridique, puisque ce salarié bénéficie de droits que son employeur ne peut ignorer. Les obligations de l'employeur croissent avec l'augmentation du nombre de salariés et en France, par l'effet des franchissements de seuil, elles atteignent assez rapidement un volume considérable. Pour ne prendre que 3 exemples très récents, on peut citer l'entretien professionnel, la pénibilité et le CPA, le compte professionnel d'activité. Tous les 2 ans, l'entretien professionnel est un nouveau rendez-vous obligatoire entre le salarié et l'employeur. Il est destiné à envisager les perspectives d'évolution professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer. Si le salarié n'a pas bénéficié au cours des 6 derniers mois des entretiens professionnels prévus, et d'au moins 2 actions de développement, son compte personnel de formation est crédité à hauteur de 100 heures. Concernant la pénibilité, toute entreprise doit prévenir la pénibilité au travail, quelle que soit sa taille et ses activités. Lorsqu'un salarié est exposé à des facteurs de pénibilité, au-delà de certains seuils, l'employeur doit établir une déclaration. Le salarié bénéficie alors d'un compte personnel de prévention de la pénibilité sur lequel il peut accumuler des points. Enfin, dernier exemple, au 1er janvier 2017, tout salarié pourra ouvrir son CPA, son compte personnel d'activité, pour accéder à ses droits et les mobiliser de façon autonome. Ces 3 exemples récents montrent, s'il en était besoin, l'imagination et la fertilité du législateur en matière de droit social. Aucun recoin des relations sociales ne semble échapper à sa vigilance. Dès l'embauche et jusqu'au terme de la relation de travail, il détaille et modifie sans cesse les obligations qui incombent à l'employeur. Même si certains commentateurs exagèrent parfois l'épaisseur du Code du travail en mélangeant un peu le texte et les commentaires, il n'en reste pas moins que la France se distingue des autres pays par une minutie juridique à nul autre pareille en matière de régulation des relations sociales. Ce constat appelle, selon moi, une double interrogation. La première consiste à se demander si nous n'allons pas trop loin et si nous n'entrons pas trop dans les détails. Et la seconde interrogation a trait à la normalisation non juridique, c'est-à-dire à l'application volontaire de dispositifs techniques en matière de relations sociales. Reste-t-il une place pour de tels dispositifs dans un environnement saturé par le droit ? Concernant la première interrogation relative au volume et à la complexité des obligations sociales, le gouvernement actuel a pris 3 initiatives. Il a rédigé une ordonnance, le 26 juin 2014, portant simplification et adaptation du droit du travail. La simplification concerne essentiellement les obligations d'affichage à la charge de l'employeur et les obligations de transmission de documents à l'administration. C'est le même souci de simplification qui a conduit le gouvernement à demander à l'ancien directeur du Travail, du ministère du Travail, un rapport pour réformer le droit social. Jean-Denis Combrexel a ainsi proposé de limiter le caractère impératif de la loi à quelques règles d'ordre public, par exemple les 48 heures de durée maximum du travail ou bien le respect du SMIC, et de laisser le détail au niveau des branches et au niveau des entreprises. Dans ce rapport également, pour freiner le flux incessant et désordonné de textes législatifs, l'auteur du rapport proposait, et c'est une citation, « l'application du principe selon lequel toute disposition nouvelle du Code du travail
doit être gagée par l'abrogation d'une disposition devenue obsolète du même code. Un entrant, un sortant. Avec la loi du travail, dite loi El Khomri, le gouvernement de Manuel Valls a fait, non sans grande difficulté, un pas dans la direction du renversement de la hiérarchie des normes juridiques en la limitant à un nombre limité de sujets. En revanche, il n'a pas retenu la transposition qui aurait consisté donc à lutter contre l'obésité juridique avec le principe que j'ai décrit. Enfin, le Premier ministre a confié à un comité, présidé par Robert Badinter, une mission d'identification des principes fondamentaux du droit du travail. Dès l'introduction de ce rapport, Robert Badinter précise ce qui est à mes yeux une de ses limitations, que le comité a travaillé à droit constant. Suivent ensuite 61 principes de rédaction, souvent concis, et qui mettent bien en valeur les particularités des relations sociales à la française. Au terme de ces 3 initiatives, il ne semble pas toutefois que le droit du travail ait été véritablement simplifié, et on peut toujours déplorer que sa complexité nuise gravement à l'intelligibilité des règles et donc à leur appropriation par les employeurs comme par les employés. Certains avancent que cette complexité dissuade les PME d'embaucher. D'où la question, avons-nous un droit social trop important, trop envahissant? Le droit social est, par définition, protecteur des intérêts des salariés. Cela est nécessaire, car la relation d'emploi est et demeure une relation déséquilibrée qui met face à face un employeur qui propose un emploi, des rémunérations et les avantages qui vont avec, et de l'autre côté, un salarié qui n'a à vendre que sa force de travail et ses compétences. Il ne s'agit pas d'opposer un employeur tyrannique à un employé angélique, mais de faire ressortir l'asymétrie de situation qui rend nécessaire la loi protectrice des intérêts des salariés. Mais le droit du travail, pour nécessaire qu'il soit, présente aussi des limites, et notamment celle de ne pas suffisamment prendre en compte les besoins de l'entreprise, qui ne se confondent ni avec les besoins de l'employeur, ni avec les besoins de l'employé. Conçu le plus souvent comme un jeu à somme nulle, le droit actuel a le plus grand mal à faire prévaloir ce qui est l'équivalent du bien commun ou de l'intérêt général lorsqu'on observe le niveau de l'État. Si l'on admet ce constat, la question de la nécessaire simplification du droit des relations sociales devient plus qualitative que quantitative. Il convient de ne plus toujours raisonner à droit constant pour prendre en compte enfin les intérêts de l'entreprise à côté de ceux des employeurs et de ceux des employés. Concernant la seconde interrogation, la norme non juridique, il existe actuellement des travaux au sein de l'ISO, International Standardization Organization, pour normaliser la GRH. Il y a un comité technique, 260, pour ceux qui aiment les précisions, qui est arrivé au dernier niveau de l'élaboration d'une norme au sein de l'ISO, qu'on appelle le Final Draft, avant le vote définitif. Or, la France est très peu active dans ce process. 5 personnes participaient à la dernière réunion, une est dans la salle, 5 personnes participaient à la dernière réunion, alors qu'aux États-Unis ou en Allemagne, c'est par centaines que les professionnels et les scientifiques participent aux réunions d'élaboration normative. Cette désaffection a une explication, mais elle présente aussi des risques. L'explication, c'est ce dont j'ai parlé précédemment, c'est de mon point de vue l'excès d'obligations juridiques qui décourage certainement le DRH devant la perspective de nouvelles contraintes, même si elles sont d'application volontaire. Mais le risque, c'est celui de ne pas peser sur le contenu d'une norme internationale qui, qu'on le veuille ou non, s'imposera progressivement dans le cadre des relations interentreprises. Dès la terminologie, il y a une norme qui concerne la terminologie, à 30 400. On sent le poids de la culture anglo-saxonne.
Les autres aspects de la version actuelle de la norme concernent le recrutement, la GPEC, le reporting RH, la gouvernance humaine, les indicateurs sociaux. Sur ces sujets, eh bien, la voix française ne se fait pas entendre. Pour ne prendre qu'un seul exemple, il n'y a aucun expert français dans le groupe technique qui travaille sur la question de l'inclusion et de la diversité, dont le secrétariat est assuré par l'organisme américain de normalisation. Or, en matière de normalisation internationale, il n'existe, de mon point de vue, que deux possibilités. Participer et ainsi faire prendre en compte les valeurs et les idiosyncrasies nationales, ou bien ne pas participer et, à terme, accepter celles des autres pays. Je vous remercie.